Cette vidéo est sponsorisée par Audible. On en reparle en fin de vidéo. Avec l'arrivée des acteurs privés pour le transport spatial comme SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin et Bigelow, le rêve du grand public de se rendre dans l'espace sans se ruiner pourrait-il enfin se réaliser? Récemment, des rumeurs ont circulé sur un éventuel projet de film tourné à bord de la Station Spatiale Internationale avec ni plus ni moins que Tom Cruise. C'est donc l'occasion de revenir sur le tourisme spatial, ses débuts, ses drames, ses folies et ses projets qui parfois cachent des choses pas folichonnes. Mais c'est un projet réel, le tourisme dans l'espace. On a même déjà fait les plans d'un hôtel Hilton sur la Lune. Hilton sur la Lune, ça rime, c'est bon. Ouais, mais Je pourrais faire un Best Western sur Saturne. Le tourisme spatial, ça ne date pas de SpaceX ou Virgin Galactic. Dans les années 80, avec l'arrivée de la navette spatiale et ses aires d'avions de ligne, la NASA veut démontrer au public que l'accès à l'espace peut se faire aussi facilement et peu cher qu'un vol en avion. Dans cette optique, ils font plusieurs propositions. D'abord, ils promettent aux pays qui choisissent d'utiliser une navette pour lancer un de leurs satellites, de leur offrir la possibilité d'emmener à bord de la mission un de leurs citoyens. C'est grâce à cela que lors de la mission STS-51G, en 85, le sultan Ben Salman Al Saoud, humble petit-fils du roi d'Arabie Saoudite, obtient une place gratuite à bord de la navette Discovery qui va mettre en orbite Arabsat 1B, satellite de communication saoudien. Évidemment, aller dans l'espace implique également d'y faire de la science. Avec lui, il emporte des expériences provenant d'universités saoudiennes et a également une expérience très particulière qu'il tient à faire, l'observation du premier croissant qui suit la nouvelle Lune depuis l'orbite. Sauf que cette expérience n'était en aucun cas dans un but scientifique. Acceptée par la NASA qui n'avait aucune idée de l'objectif réel, cette observation coïncidait avec le 9e mois du calendrier musulman, soit le début du Ramadan. Quand le commandant Dan Bredenstein a fini par apprendre la vraie signification de cet événement, il s'est immédiatement inquiété que le sultan n'utilise sa position privilégiée pour tenir un discours religieux dans la radio à l'attention des fidèles musulmans. Depuis la lecture de la Genèse lors de la mission Apollo 8, la presse américaine a toujours exercé des pressions importantes sur la NASA pour que les actions des astronautes dans l'espace restent laïques. Plus encore, il ne s'agit pas de christianisme, ce qui pourrait ajouter à la colère du grand public américain. Le commandant a donc passé un temps non négligeable et précieux de préparation à la mission pour briefer le sultan et s'assurer qu'aucune référence religieuse ne serait prononcée une fois dans l'espace. Plus encore, lors de vidéoconférences en orbite, il fut envisagé de demander à Shannon Lucid d'exceptionnellement remplacer le short habituel de mission par un pantalon, afin de ne pas choquer les Saoudiens en montrant ses jambes aux côtés du sultan. Finalement, une meilleure solution fut trouvée, celle de faire un plan serré sur les parties supérieures des astronautes. Autant dire que cette mission aurait pu servir d'exemple à la NASA pour prendre un peu plus au sérieux le fait d'emmener des personnes pas ou peu entraînées au métier d'astronaute à bord de leur navette. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. L'astronaute Mike Mullane témoigne dans son livre « Riding Rockets » de certains cas où ces invités auraient pu causer la mort de tout l'équipage. Un commandant de navette a raconté avoir été très inquiet à propos de son astronaute invité, et tout particulièrement l'intérêt qu'il portait au système d'ouverture de la porte latérale. Cette porte était très facile à ouvrir et c'était volontaire à cause de l'accident d'Apollo 1. Les ingénieurs avaient donc conçu cette porte pour qu'elle s'ouvre avec un seul tour de poignet et s'ouvrait vers l'extérieur. Vu que la navette vole dans le vide de l'espace et que le cockpit est pressurisé, plusieurs barres de pression poussent constamment la porte et si on l'ouvrait, dans l'espace, elle exploserait vers l'extérieur, causant une décompression immédiate du cockpit et tuant tout le monde à bord. En sachant ça, comment vous sentiriez-vous si une personne que vous connaissez à peine avait un intérêt très prononcé pour ce système d'ouverture ? Après cette mission, un système de verrouillage fut installé sur cette porte de sas et seuls les commandants possédaient la clé. En effet, les astronautes invités ne faisaient pas autant d'entraînement ni ne passaient autant de temps à Houston que le reste des membres de l'équipage. Là où les astronautes de carrière préparaient leur mission pendant des mois, les invités ne passaient que quelques jours à apprendre comment faire leurs besoins, dormir, se laver et faisaient quelques sessions en avion 0G, mais pas grand-chose de plus. La règle qu'on leur rappelait le plus était « ne toucher à aucun bouton de la navette ». Mike Mullane
à une autre histoire sur ses invités. Une autre fois, un invité a vécu une mission infernale. Pour commencer, il y avait le mal de l'espace. Ensuite, son expérience personnelle a échoué. Cela l'a déprimé et il n'arrêtait plus de pleurer. Mais ce n'était que le début de sa torture. Il s'avère qu'il était un maniaque de la propreté. Mais dans la navette, ça ne sent pas la rose. Si les toilettes avaient fonctionné, il aurait peut-être pu s'en sortir. Sauf qu'ils sont tombés en panne. Il fallait donc, pour faire le numéro 2, retirer les matières fécales avec nos gants. La solution qu'a trouvée l'invité était donc simple. Il décida de tout simplement se retenir pendant toute la durée du vol. Évidemment, cela a aggravé la situation. Un docteur à bord a finalement réussi à le convaincre de prendre un laxatif et il s'est soulagé. Mais ensuite, il refusa de manger toute matière solide pour éviter de recommencer. Ce manque de nutrition a compromis sa santé mentale et physique. Le commandant a raconté qu'il commençait à envisager de le placer sous une garde permanente par le reste de l'équipage pour empêcher tout suicide de sa part. Mais la NASA a aussi besoin de budget et de soutien politique pour maintenir sa navette en vol. Et c'est là que démarre le programme Politician in Space. Le principe est simple. Vous êtes sénateur, député, frappez aux portes de la NASA et vous aurez gratuitement une place dans une mission de navette. 2 sénateurs réclament ce droit et l'obtiennent. Il s'agit de Jake Garn, 53 ans, et Bill Nelson, 44 ans. Jake Garn est le premier homme politique non-astronaute à être sélectionné pour voler dans l'espace. On l'assigne à STS-51D. De la bouche même des astronautes, ce vétéran de l'Air Force est assez abordable et cordial, mais politiquement, il ne se rend pas souvent au Congrès, trop occupé dans sa fonction locale d'avocat. Mais les astronautes et même le siège de la NASA sont inquiets à propos de son état de santé. Car s'il se dégradait durant le vol, la mission devrait être écourtée, ce qui mettrait à mal les objectifs scientifiques, et donc sérieux, à cause d'un invité qui, concrètement, n'apporte rien au vol, si ce n'est qu'un potentiel soutien politique à la NASA. Pour faire voler Garn, on retire du vol Greg Jarvis, astronaute et employé de Hughes Spacecraft, qui doit déployer le satellite de sa firme lors de sa première mission. Malheureusement, ni lui ni son satellite ne voleront sur STS-51D, et il est placé finalement sur STS-61C. Mais encore une fois, lui et son satellite sont déplacés sur une mission suivante, sa place étant à nouveau donnée à un politicien, Bill Nelson. Nelson ne veut pas pour autant avoir l'air d'un poids mort dans l'espace et veut faire quelque chose d'important, comme des grandes expériences scientifiques. Mais pour cela, il faut des mois d'apprentissage pour manipuler correctement des expériences à plusieurs millions de dollars, et personne ne veut que Bill Nelson, qui n'a passé que quelques heures en entraînement, ne touche à leur précieux équipement. Il se met donc en tête de prendre des photos de l'Éthiopie dans l'espoir de sauver le monde de la famine. Il demande également à la NASA s'il serait possible que sa navette s'amarre à la station Salyut pour qu'il puisse discuter avec les cosmonautes dans l'espoir de mettre fin à la guerre froide. Cela ne manque pas de faire rire les astronautes, tant ces demandes sont exagérées. Finalement, le vol de Nelson se passera bien, mais ce sera le dernier vol en navette d'un politicien non-astronaute. Mais pas le dernier d'un touriste. Et vous vous souvenez de Greg Jarvis qui avait par 2 fois laissé sa place de navette à des politiques ? Il s'envole finalement en janvier 1986 sur la navette Challenger, aux côtés de Christa McAuliffe, professeure des écoles américaines, sélectionnée par l'ambitieux programme A Teacher in Space. Malheureusement, comme on le sait, 73 secondes après le décollage, Challenger se disloque et aucun des membres d'équipage, y compris Jarvis, ne survit. Cette mort rappelle soudainement à la NASA que le rêve insouciant de rendre l'espace accessible à tous n'est pas si simple à réaliser. Désormais, les Américains décident de stopper l'envoi de politiciens et de civils, à l'exception d'une seule personne, et ce sera en 98. En 1962, John Glenn devient le premier Américain à se placer en orbite terrestre. Son succès lors de ce vol lui vaut les honneurs du pays et, naturellement, il se dirige ensuite vers une carrière politique. En 97, il prend sa retraite de la vie politique qu'il avait suivie pendant plus de 30 ans. C'est alors qu'une idée germe à la NASA, le faire voler en navette spatiale. Âgé de 77 ans, il est assigné à la mission STS-95. L'objectif officiel est de profiter de son âge pour faire des expériences sur les personnes âgées dans l'espace, mais en réalité, la NASA n'a vraiment aucun intérêt à étudier ça. Mike Mullane raconte.
Si les études gériatriques étaient si importantes, pourquoi la NASA avait mis à la retraite Story Musgrave, qui avait déjà 6 missions navettes à son actif? Non, quand M. Glenn s'est envolé, ce n'était qu'un autre politicien utilisant son pouvoir pour sa propre aura. Dans le cas de Glenn, c'était encore une fois un astronaute à temps partiel, à l'âge avancé, qui ajoutait un risque de santé à la mission. C'était fou, c'était pas bien, c'était immoral. Quand j'ai entendu que l'administrateur de la NASA, Dan Goldin, prévoyait de faire voler d'autres hommes âgés après Glenn, c'était trop pour moi. J'ai envoyé un mail à un ami astronaute et consultant pour la NASA qui avait des contacts bien placés. Je lui ai demandé si c'était vrai que d'autres vols comme ça auraient lieu. Il a répondu qu'en réalité, la NASA pensait que les chances étaient bonnes que tout se passe bien, ce qui amènerait une belle image à la NASA dans la presse. Et j'étais choqué par cette réponse. La NASA forçait pour imposer cette idée idiote et espérait que ça ne tournerait pas mal. J'ai répondu « Rappelle-toi de Challenger, on a tué 7 personnes. Ce n'était pas un accident. » Avec le recul, on peut constater à quel point on avait été con. Cette histoire avec Glenn me rappelle la période avant le lancement de Challenger et notre insouciance. Finalement, la mission de John Glenn se passera bien, mais 5 ans plus tard, l'insouciance de la NASA, la même qui avait tué les équipages d'Apollo 1 et Challenger, causera la mort de l'équipage de la navette Columbia. Cette période de tourisme en navette spatiale peut nous apprendre plusieurs choses sur le futur de ce tourisme. Il faut bien prendre en compte les aspects psychologiques du vol spatial, mais surtout préparer ces touristes un peu mieux, et pas seulement en quelques heures. Le vol spatial d'une personne lambda, non préparée aux conditions difficiles, peut mettre en danger un équipage entier, et si c'est un vol scientifique, il peut compromettre la mission et potentiellement coûter des millions de dollars. Malgré ça, les Russes aussi comprennent vite l'intérêt d'ouvrir l'espace aux touristes. Déjà, à la fin de la station Mir et en début de notre siècle, on envisage de transformer la vieille station russe en hôtel. Mais la pourriture et les stigmates des différents accidents rendent la tâche trop coûteuse. Au tout début de la Station spatiale internationale, la société Space Adventures, en partenariat avec l'agence spatiale russe Roscosmos, propose aux touristes, pour une vingtaine de millions de dollars, de disposer d'un siège dans une capsule Soyouz et de passer quelques jours là-haut. Au total, ce seront 7 touristes qui visiteront l'ISS entre 2001 et 2009. La plupart sont des hommes et femmes d'affaires qui ont fait fortune avec Internet, à l'exception peut-être de Guy Laliberté, québécois et fondateur du Cirque du Soleil. Beaucoup d'histoires très particulières entourent chacun de leurs vols, mais concentrons-nous sur celle de Richard Garriott, que j'ai eu la chance d'interviewer en audio en décembre 2017. Fils d'Owen Garriott, astronaute de la NASA ayant volé à bord de la station Skylab, l'espace coule dans ses veines depuis son plus jeune âge. Bonjour Richard, comment en êtes-vous arrivé à devenir un touriste spatial? Well, of course, I expect you know that my father is also an astronaut. He went up on Skylab 2 and the 9th launch of the space shuttle. And almost all of my neighbors were either astronauts or people involved in sending people into space. And so when I was young, I sort of believed, it was everyone's manifest destiny to ultimately go to space. And frankly, I was quite disappointed when I was a young teenager when one of the NASA doctors told me that because I needed glasses, I was no longer eligible to be a NASA astronaut. And the way I reacted to that disappointing news was instead of sort of giving up and assuming I'd go do something else, that really was the thing that made me kind of settle down and say unequivocally that someday I'm going to go to space, and if I can't go by the NASA rules, I'm going to have to make my own space agency. And so ultimately that's what I did. And so over the years, as I made money in video games, I began to invest in opening up commercial spaceflight. And while there were plenty of false starts, it was ultimately the company Space Adventures, of which I'm a co-founder, that eventually we eventually negotiated with the Russians and got approval to send civilians on the space station. I actually don't consider myself a space tourist. There are people who have flown privately who do. For example, Charles Simoni, who flew just before me and just after me, would describe himself as a space tourist. He went just for fun. He went as a vacation. He had no particular agenda for work that he felt he was trying to accomplish. But that's not what I think I did. I mean, I built the company that flew all 7 private citizens. I took on a very heavy
commercial experiment load to try to pay for not only that flight, but future flights into space. And so I really consider myself a private astronaut. I was doing business in space, not tourism. Et est-ce que les astronautes avaient une vision un peu particulière de vous, en tant que touriste? Yeah, that's an excellent question because, and I had that same concern or wonder as I joined also, because it would be not unreasonable in my mind that they would be concerned or think somewhat negatively of my presence. You could imagine they might think that I was a danger because I'm not as a career professional. Yeah. They might think that I was a waste of a seat that could otherwise be better utilized with a professional. I was curious also myself as to how they would look at that. And to every astronaut and every cosmonaut that I met told me a similar story to what I'm about to tell you. But I heard it first from Mike Fink, who was going to be the ISS commander once we were on board. And he basically said, he described it this way. He said, "Richard, we're very excited to have you with us on this flight." He said, for us becoming an astronaut, we are well aware of the fact that we were, we worked very hard to get here, but we were also very lucky to get there. There were thousands of people who applied to be an astronaut and who were just as qualified as they were, and they had to, try very hard and then also be very lucky to be the one out of many thousands who gets to be at the front of this queue and not just work on the rockets, but to ride the rocket into space. And I said, Richard, we know you very well. We know that you've been working towards getting yourself into space your whole life. You've been, you built all these companies. You've taken on a huge amount of workload. We've trained with you for a year. We know you take this training very, very seriously. We know that you will unquestionably, be as serious, as devoted to, good, safe operations as we are. And so, so aren't we both lucky, you through your route and us through our routes, to get this chance to fly together? Il est sûr que les choses avaient changé entre l'époque des vols en navette, avec ces VIP sans entraînement, et les touristes formés en Russie d'une manière presque similaire à celle des astronautes classiques. Le programme de Space Adventures, qui n'a pas renvoyé d'autres touristes sur l'ISS depuis plus de 10 ans, n'est pas pour autant à l'arrêt, puisqu'il y a quelques jours, Roscosmos a annoncé vouloir renvoyer 2 autres touristes d'ici à 2023 sur la station, dont un qui serait autorisé à faire une sortie spatiale, encadrée par un astronaute russe. En effet, les places de Soyouz commencent à se libérer avec l'arrivée des capsules Dragon et Starliner. Mais au-delà de simplement visiter une station à but scientifique, pas conçue pour un usage récréatif, d'autres projets ont vu le jour, des hôtels spatiaux. Des projets tous techniquement réalisables, mais qui font doucement rire la communauté spatiale, et c'est pas pour rien. En 2006 et 2007, la firme Bigelow Aerospace conçoit et met en orbite 2 concepts de modules spatiaux pressurisés et gonflables. Genesis 1 et 2 sont des preuves de concept et s'avèrent, contre toute attente, très résistants aux micrométéorites. Si bien qu'en 2016, ils conçoivent un module, BEAM, qui est installé sur la Station spatiale internationale, après avoir été apporté par un cargo Dragon. Après gonflage, il s'avère si durable qu'aujourd'hui, il est utilisé par les astronautes de la station pour le stockage et aucun incident d'aucune sorte n'a été rapporté. Évidemment, le but de Bigelow est à terme de concevoir leur propre station autonome pour en faire un hôtel taillé sur mesure pour le tourisme spatial. Mais au-delà de l'aspect technique éprouvé, la firme n'a toujours lancé aucun hôtel opérationnel à l'heure actuelle. D'autres projets font également les choux gras de la presse ces dernières années. On peut parler d'Orion-Span, société de Frank Bergen, qui a réuni des fonds pour financer un hôtel spatial simple, mais techniquement faisable, qui au final a été abandonné après avoir reçu de beaux chèques et une publicité monstrueuse. Ou encore la station Von Braun et sa roue gravitationnelle gigantesque, encore une fois techniquement réalisable, mais personne ne doute que le projet tombera dans l'oubli après avoir récolté quelques centaines de milliers d'euros de dons. Ce genre de projet éblouissant de tourisme spatial, inspirant, vendeur pour les médias, sont les cibles privilégiées des commerciaux et ingénieurs en recherche de financement, qui pour la plupart jouent sur l'espoir des fans de spatial pour gagner toujours plus d'argent. Il en a été de même pour les projets Mars One, escroquerie à grande échelle,
ou Breakthrough Starshot, en passe de se révéler comme tel également. Mais alors, le tourisme spatial abordable serait-il quelque chose d'infaisable, d'inaccessible? Et existera-t-il un jour? Si vous voulez mon avis, il y a 2 choses qui posent problème. Le premier, c'est le prix. On pourra jamais le baisser au point que ce soit abordable pour tout le monde. Tout simplement parce que il faut énormément de personnel pour encadrer un lancement, et pour la sécurité, c'est primordial. Donc, forcément, ça va coûter extrêmement cher, que ce soit en personnel ou en carburant, parce que je le rappelle, quand vous êtes dans une capsule, eh bien, en dessous de vous, le reste de la fusée, c'est juste de l'explosif contrôlé. Donc, il faut faire ultra gaffe, et donc ça coûte super cher à la fois en sécurité et en carburant. Ensuite, la suite de mon avis, la deuxième raison pour moi, pour laquelle ça marchera pas, c'est tout simplement parce que on n'a pas tant de touristes que ça qui pourraient être intéressés. Je veux dire par là, combien on a de gens qui ont des millions, voire des milliards de dollars, en tout cas qui ont les moyens de partir aujourd'hui avec les 20-30 millions que demande la Russie, et combien ils vont vraiment? On a moins de 10 touristes spatiaux qui sont partis en Soyouz sur l'ISS. Moins de 10. Et combien on a de grandes fortunes qui peuvent se le permettre? Bah oui, parce que le spatial c'est dangereux, et il y en a qui ont peur de l'avion, et il y en a qui, encore pire, ont peur des fusées. Et à raison. Une fusée c'est extrêmement dangereux, on nous l'a montré. Avec Challenger, avec Columbia, avec Apollo 1, avec Soyouz 1 aussi, avec d'autres plein de missions comme ça, qui ont coûté la vie à énormément de gens. Le spatial, même aujourd'hui, 60 ans après les débuts de la NASA, bah le spatial, ça reste dangereux. On reste sur un explosif contrôlé. Donc forcément, ça peut partir en sucette, et je peux comprendre, c'est tout à fait envisageable que les gens soient pas chauds. Voilà. En tout cas, même si aucun projet d'hôtel spatial sérieux ne se profile à l'horizon à l'heure actuelle, et que les prix restent faramineux, les sociétés de transport spatial privées comme Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX travaillent à proposer des solutions peu chères pour mettre un premier pied hors de notre atmosphère. Virgin Galactic et Blue Origin devraient, d'ici moins d'1 an, accueillir leurs premiers touristes pour de très courts vols suborbitaux bien en dessous du $1 million. SpaceX, de son côté, après avoir annoncé puis annulé plusieurs projets, comme un tour de lune de touristes en 2018, a récemment accepté l'offre du japonais Yusaku Maezawa de l'envoyer, lui et plusieurs artistes, pour un tour de lune à bord de l'hypothétique vaisseau Starship de la firme. Parti d'un bon sentiment cependant, le projet a montré les dérives du tourisme spatial quand le milliardaire japonais a proposé un siège à sa future femme, qui serait sélectionnée lors d'une émission de télé-réalité du style du Bachelor. Même si ce concours très sexiste a été annulé suite au bad buzz, le projet de vol est néanmoins maintenu, bien que l'on n'ait plus vraiment de nouvelles depuis près d'1 an. Un autre projet est aujourd'hui relayé partout dans les médias. Récemment, des rumeurs ont circulé dans le milieu du cinéma sur un éventuel vol spatial de Tom Cruise vers l'ISS pour y tourner un film. Même si, pour le moment, aucun studio n'a signé pour le projet, on sait déjà que SpaceX et la NASA sont en discussion avec l'acteur. Ce ne serait pas la première fois qu'un film serait tourné dans la station, puisque l'honneur revient au court-métrage de Richard Garriott. Mais cela pose énormément de questions dans la communauté spatiale, et ce, au regard de tout ce qu'on a abordé tout au long de cet épisode. Comment s'assurer que l'acteur ne mette pas en péril d'une manière ou d'une autre la sécurité des astronautes? Comment éviter qu'il utilise son temps dans l'espace pour promouvoir la scientologie, secte dans laquelle il est bien implanté? Est-il acceptable qu'une station, payée intégralement par les contribuables de tant de pays, dont l'objectif est avant tout scientifique, et où chaque minute représente une somme d'argent colossale, serve de studio de tournage pour une société de production privée? Au-delà de toutes ces questions, le spatial, et ses projets publics comme privés, continuent de fasciner le grand public, et peut-être que dans un temps pas si lointain, nous nous rendrons en vacances en orbite, comme on part en croisière. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances sur notre bonne vieille Terre. Mais 20 millions, il faut vouloir y aller vraiment, hein. Ben, tu sais, l'espace, là, c'est avantageux, ça. C'est-à-dire? Ben, si, tous les satellites, pis ouais. tu dois-tu les pogner, les postes de TV? Du coup, merci à Audible, merci à vous également d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Audible est disponible sur tous vos appareils pour écouter des livres audio, séries et podcasts. L'abonnement est de 9,95 € par mois,
ce qui vous donne droit à un livre audio gratuit à écouter chaque mois dans un catalogue de plus de 400 000 titres. Et si un livre audio acheté ne vous a pas plu, vous pouvez l'échanger ou vous le faire rembourser sans frais et sans vous justifier. Si vous voulez juste tester, rendez-vous sur audible.fr/stardust pour profiter de 30 jours gratuits. Et restez bien dans le coin puisque la semaine prochaine, sur mon Twitch qui s'affiche sur l'écran, nous ferons gagner à chacun d'entre vous 5 livres audio à écouter gratuitement sur Audible. Ça vous permettra notamment d'écouter Seul sur Mars, le bouquin de Andy Weir qui a donné vie au film du même nom et qui est tout simplement génial. Et niveau aviation, je vous recommande Les Voix de l'aviation française, discours, témoignages et chansons. Vous allez voir, vous allez être immergé dans les débuts de l'aviation française, c'est absolument magnifique. Personnellement, en ce moment, moi je suis sur Terre des Hommes, d'Antoine de Saint-Exupéry, et c'est vraiment trop bien. J'avais jamais écouté vraiment, même lu du Saint-Exupéry au-delà du Petit Prince, et je me suis dit, c'est le moment, c'est l'occasion en fait, de lire du Saint-Exupéry ou d'écouter du Saint-Exupéry. Alors forcément, c'est pas lu par l'auteur, évidemment, mais les lecteurs ont une voix vraiment ultra agréable, et du coup ça passe crème si vous voulez simplement vous endormir avec un livre, ou si vous voulez plus simplement vous mettre dedans pendant que vous êtes en train de conduire, pendant que vous êtes en train de faire autre chose, pour par exemple cuisiner ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est plus intéressant que aller voir les tendances par exemple. C'est pas parce que j'ai dit bonnes vacances dans la vidéo qu'il va pas y avoir de vidéo pendant les vacances, c'est juste qu'elles seront un petit peu plus légères. Ça sortira un petit peu du format narratif de la chaîne, parce que moi aussi, avec Kibo, on a quand même besoin de vacances. Sur ce, je vous dis à très bientôt, passez encore une fois de très bonnes vacances, prenez soin de vous, ciao.